Invitation. Alors je voudrais commencer d'abord, au risque peut-être de briser, de saccager les rêves, faire un rappel. Nous ne sommes pas en démocratie. Depuis 1789, nous n'avons jamais été en démocratie. Nous sommes dans un régime représentatif. Et il faut rappeler que le régime représentatif, ce n'est pas la démocratie. Celui qui a inventé la représentation, c'est un ingénieur constitutionnel qui s'appelait l'abbé Emmanuel Sieyès. Et Emmanuel Sieyès voulait tout sauf une démocratie. Et c'était un républicain, c'était pas un démocrate. Et il redoutait que si on instaurait la démocratie en France, cela confine à l'ochlocratie. C'est-à-dire le pouvoir des foules, des masses, n'importe quoi, les ignorants comme les savants, auraient leur mot à dire. Il faut éviter ça. Nous sommes dans un régime représentatif, à tel point que le syntagme démocratie représentative est un contresens. Alors c'est un contresens qui a fini par faire sens à la faveur du suffrage universel. Mais je voudrais quand même rappeler, encore une fois, je ne peux pas non plus mettre les pieds dans le plat, nous ne sommes pas dans une démocratie. La notion de démocratie, la notion de représentation, c'est une notion oligarchique. Puisque Sieyès disait le peuple n'est pas capable de s'administrer lui-même, il n'est pas capable de prendre en charge son propre destin, il faut qu'il délègue à des gens plus compétents que lui, à des gens qui savent, à des gens qui ont une disposition, le soin de prendre en charge l'intérêt, de prendre des décisions qui relèvent de l'intérêt général. Donc, la représentation, c'est une notion oligarchique, aristocratique. Le démos, d'ailleurs, ça n'existe pas, c'est une catégorie. Le peuple, qu'est-ce que c'est le peuple? C'est un mot grandiloquent. Walter Lippmann, qui était un polémiste et économiste américain dans les années 20-30, il y a eu le fameux colloque Walter Lippmann, qui est le fondateur de l'ordo-libéralisme. Walter Lippmann avait écrit un petit livre très tonique, mais dont on parle très peu, qui s'appelle Le public fantôme. C'est un livre qu'il avait écrit, qu'il avait publié en 1925, et qu'est-ce qu'il disait dans ce livre? Il disait qu'en fait, il faut cesser de prononcer le mot peuple, c'est un mot grandiloquent. En fait, c'est un public. Nous sommes un public, un peu comme dans un match de football, on est dans la tribune, et la seule chose que nous savons faire, c'est applaudir ou siffler, alors en votant pour ou en votant contre, mais on est incapable de... On n'a pas les compétences. Pour être un citoyen, au sens rousseauiste du terme, il faudrait avoir des connaissances encyclopédiques, disait-il. Encyclopédiques. Il faudrait lire Le Monde, il faudrait lire Le Figaro, les pages souvent du Figaro, il faudrait lire les anciens. C'est pas possible. Nous ne sommes capables que de nous occuper de nos affaires privées. Nous sommes des ignorants. Et donc, il faut cesser de se faire des illusions sur la démocratie. Non ? Le peuple disait, d'ailleurs, les sociologues diraient, le peuple, c'est une catégorie totalisante. Quand on est nominaliste, on se résout à dire que le peuple, c'est comme la forêt. La forêt n'existe pas, ce sont les arbres qui existent. Il n'existe que les entités singulières. Mais les entités universelles, c'est Guillaume d'Occam, au XIIIe siècle. Pardon ? Non, pas d'interruption, pas d'interruption. Qui nous avait enseigné cela. Il n'existe que des entités plus singulières. Vous existez, j'existe, mais le peuple. Je n'ai jamais déjeuné avec le peuple. Donc voilà, je voulais simplement rappeler ce principe pour éviter pour ne pas se faire trop d'illusions. Mais je vais faire comme si, je vais émettre un postulat de type kantien, je vais faire comme s'il existait un devoir moral de faire correspondre le plus possible nos institutions représentatives, qui ne sont pas des institutions démocratiques, aux besoins démocratiques du pays. Je vais faire comme si. Et là, je m'aperçois qu'en France, ce n'est pas le cas. Le moins qu'on puisse dire, c'est que nos institutions représentatives ne répondent absolument pas aux besoins démocratiques du pays. Et un indice le montre. C'est un chiffre, c'est 49,3. La crise que nous traversons, elle a un signe, elle a un indice qui est très visible. C'est que depuis ce second quinquennat, depuis le début du second quinquennat d'Emmanuel Macron, on a déjà eu, je crois, je ne sais pas combien, 20, 25, 49,3 qui ont été dégainés.
à l'occasion de la réforme de retraite, c'était le 100e. Madame Borne avait dégagé le 100e 49.3 pour faire passer en force la loi sur la retraite. Mais depuis le début du quinquennat, ça fait à peine des 12 et 6, 18 mois, déjà plus de 20 49.3. Donc un usage systématique. Alors systématique pour les lois budgétaires, évidemment, puisque ce sont les lois essentielles. Dans une démocratie, il faut des lois budgétaires pour payer au moins les fonctionnaires, sinon l'État n'avancera pas. Et puis, systématique pour les lois à fort enjeu politique, comme l'a été la loi sur la retraite, et peut-être que pour la loi sur l'immigration, il faudra peut-être aussi utiliser un 49.3. Enfin, pas maintenant, parce que le texte a été rejeté. Quand ça va aller aux commissions, au Sénat, puis en CNP, que ça reviendra à l'Assemblée, peut-être qu'il faudra à nouveau un 49.3. Or, le 49.3 révèle deux choses. Deux pathologies incontestables dont souffre la démocratie aujourd'hui, du moins en France. Première chose, ça veut dire qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, en fait, elle est le reflet d'une France morcelée. Maintenant, nous avons une France qui est divisée en trois blocs. Un bloc central, un bloc néolibéral, on va dire, pudiquement nommé social-libéral, mais moi j'ai tendance à le qualifier de néolibéral. Un bloc de gauche plus ou moins radical, et un bloc de droite plus ou moins nationaliste. Bon. Trois blocs, tripartition qui s'est substituée à la bonne vieille bipolarisation que nous avons connue depuis la fin de la Première Guerre mondiale, en gros jusqu'à Maastricht, jusqu'au débat sur Maastricht. C'est en 92 que les deux grandes formations à vocation gouvernementale se sont fracturées en deux, avec dans chaque parti les souverainistes et les européistes. Et c'est à partir de là, on va dire, que la bipolarisation s'est essoufflée et elle a été substituée elle a été remplacée par cette tripartition. Le livre récent là, de Thomas Piketty et Julia Cagé le montre très bien. Hein, et on est revenu à une tripartition un peu analogue à celle que nous avions connue au XIXe siècle, lorsqu'il y avait le centre incarné par les républicains, dont l'État, Jules Ferry, les Versaillais, et puis le socialisme, qui était montant à l'époque, hein, Karl Marx avait publié son manifeste du Parti communiste, et puis la droite royaliste, traditionnelle. Cette tripartition, donc, elle s'est éclipsée au profit d'une bipolarisation, qui maintenant, à nouveau. Donc une tripartition, à tel point que le paysage politique est de plus en plus compliqué, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, de plus en plus de Français se désintéressent de la popole, de la politique politicienne, parce qu'elle devient de plus en plus complexe. Il y a de plus en plus d'hommes politiques de second rang, de moins en moins d'hommes de poids lourds, il y a des subtilités. Qui a compris l'histoire de Raquel Garrido, on ne comprend plus rien. Ils s'en fichent, les gens, ils s'en fichent complètement. Et d'ailleurs, il y a, comment il s'appelle, mon collègue politologue, professeur de Sciences Po à l'Université de Lille, à l'IEP de Lille, va sortir un livre, je l'annonce tout de suite, aux presses Université de France en 2024, Les élus déclassés. Et il explique que voilà, il y a de moins en moins de thèses et de mémoires dans les laboratoires de recherche sur le vote, sur la sociologie du vote. Les gens s'en fichent. Et ça, ce désintérêt pour la chose publique ne concerne pas que les classes populaires, ça concerne aussi les classes, les jeunes minutes. Oui. Alors, deuxième signe que l'on appelle le 49.3, mais c'est que le gouvernement est minoritaire. Alors il n'est pas minoritaire en soi, il est par rapport à l'addition des oppositions. C'est-à-dire qu'en fait, il rassemble un moins grand nombre de sièges que ce que rassemble l'addition de toutes ces oppositions. Et pourtant, il tient. Comment se fait-il qu'un gouvernement minoritaire tient? Eh bien, grâce à un concept que le professeur Boris Merkin-Gedzewicz, qui est un constitutionnaliste français d'origine ukrainienne, avait forgé dans les années 30, qui s'appelle le parlementarisme rationalisé. C'est-à-dire que les oppositions au gouvernement ne sont pas suffisamment unies pour pouvoir le renverser. Elles sont majoritaires, mais le problème c'est qu'elles souffrent d'une faiblesse, elles sont divisées. Elles seraient donc incapables de faire ce que, par exemple, on peut faire en Allemagne, ce qu'on appelle la défiance constructive. En Allemagne, si vous voulez faire chuter un gouvernement, vous devez proposer une alternative de rechange. Ce serait impossible ici. Donc pour résumer, si vous voulez, je m'en tiendrai là, c'est que là réside la planche de salut de l'exécutif, qui tient, malgré sa situation de gouvernement minoritaire. Il tient parce qu'il a avec lui la légalité constitutionnelle. Mais il n'a pas la légitimité populaire.
Et la crise démocratique, elle est là. Elle est imputable à un décalage entre un déficit de légitimité populaire dont souffre le gouvernement et la légalité constitutionnelle dont il jouit. Et quand il y a un décalage entre la légitimité populaire et la légalité constitutionnelle, eh bien il y a crise. C'est comme une personne qui n'est pas en accord avec elle-même, ou qui entreprend quelque chose qui est contre sa nature. Nous avons un gouvernement qui n'est pas en accord avec les démos, mais qui tient néanmoins, grâce à l'apport grâce à la béquille notamment du 49.3 ou de l'instrument du parlementarisme, autrement dit, la légalité constitutionnelle. Et c'est ainsi que Emmanuel Macron peut rendre grâce au général de Gaulle. C'est grâce aux outils inhérents au parlementarisme rationalisé qui ont été instaurés au début de la Ve République, qui est un régime dont il faut effectivement peut-être se débarrasser parce qu'il souffre d'une trop grande verticalité, mais je pense que la Constitution de 58 a été affûtée pour lui. Donc il peut